Volkswagen a lancé dans les années 90 sa New Beetle, c'est d'abord pour rendre hommage à une petite voiture aux lignes rondouillardes qui cache 60 années d'un destin hors du commun. Voici l'histoire de la Volkswagen Coccinelle. C'est à cet homme, le docteur Ferdinand Porsche, que l'on doit l'auto la plus populaire de tous les temps. Cet ingénieur de génie, discret et controversé, sera en effet le père de la coccinelle. Porsche effectue ses premiers travaux significatifs au tout début du XXe siècle, alors qu'il n'a encore que 25 ans. Ses premières automobiles, les Porsche Lohner, sont déjà révolutionnaires puisqu'utilisant une énergie mixte électricité-essence. La carrière de Ferdinand est lancée. En 1906, il devient directeur technique d'Austro-Daimler, tandis que son fils Ferry naît 3 ans plus tard. Porsche se tourne ensuite vers la compétition en élaborant notamment la Saska à double arbre à cam en tête. Ferdinand est alors embauché par Mercedes pour qui il élabore les fameuses séries S à moteur suralimenté qui brilleront aussi en course. Les recherches de l'ingénieur coûtent cher et Porsche est fatigué de devoir constamment rendre des comptes à ses employeurs. Après un bref passage chez Ster, il crée alors son propre bureau d'études à Stuttgart en 1931. Commence alors une période très active où Porsche va mener plusieurs projets de front. Une invention, la barre de torsion, va lui permettre de s'assurer une notoriété et des rentrées d'argent régulières. Dans les années 30, ses principaux travaux seront de 2 ordres. La création de la Volkswagen, la voiture du peuple, souhaitée par Adolf Hitler, et le développement des redoutables auto-unions de course à moteur V16. Porsche a encore le temps de réaliser un tracteur, une voiture de record pour le compte de Mercedes, l'impressionnante T80 de 3500 chevaux et surtout une création personnelle, le type 60K10, utilisant le châssis de la coccinelle, surmonté d'une carrosserie aérodynamique qui préfigure déjà sa future voiture de sport. Au début de la guerre, il réalise également un char d'assaut. Accusé de complaisance avec le régime nazi, Porsche est arrêté par les Alliés et mis en prison en France jusqu'à 1947. Ayant dès le début des années 40 pris ses distances avec la cause nazie, il est déchargé de toute accusation et libéré. Il revient alors en Allemagne et se consacre à la réalisation d'un projet démarré par son fils Ferry, qui aboutira à la fameuse Porsche 356. Ferdinand Porsche s'éteint le 30 janvier 1951, à l'âge de 76 ans. Durant l'entre-deux-guerres, l'automobile est encore réservée à une certaine élite. Il n'existe pas en Allemagne de voitures populaires et modernes produites en masse.
En 1932, Porsche travaille sur le sujet pour Zundap ou NSU, mais les projets avortent. Il préfigure cependant l'imminente Volkswagen. Châssis poutre, roues à suspension indépendante et barre de torsion, moteur à cylindre à plat refroidi par admission d'air forcé, comme sur certaines Tatra tchèques. La rencontre avec Adolf Hitler sera déterminante. Le chancelier allemand commande en effet à Porsche la Volkswagen, la voiture du peuple, sur la base de ses travaux précédents. Hitler veut une berline capable d'atteindre 100 km/h avec une consommation réduite à 7 litres au 100. Seul le prix de vente espéré, 1000 marks, semble impossible à atteindre. Avec un maigre financement du parti nazi, Porsche fabrique en 1935 dans son atelier une berline V1 puis un cabriolet V2. En 1936, Porsche assemble encore 3 prototypes roulants, les VV3, qui vont alors subir chacun un test de 50 000 km en forêt noire. En 1937, 30 nouveaux prototypes, les VV30 fabriqués chez Mercedes, vont à leur tour totaliser 2 400 000 km d'essais intensifs. La Volkswagen est en passe de devenir une réalité. De mois en mois, Porsche se rapproche du modèle définitif. On commence à prévoir une fabrication à la chaîne. Pour cela, il faut trouver un lieu où ériger une usine d'envergure et une ville autour pour héberger les employés. Une plaine en Basse-Saxe autour du château de Wolfsburg réunit toutes les conditions. Propriété du comte Werner von Schulenberg, il est aussitôt exproprié. Le 26 mai 1938, la première pierre de l'usine est posée, tandis que la Volkswagen est enfin prête. Le Dr Porsche a construit une berline, une voiture ouverte et un cabriolet qui, pour une consommation de 6 à 7 litres et une vitesse de 100 km sur autoroute, ne coûtera que 990 marks. La première section de l'usine Volkswagen est pratiquement terminée. Les ouvriers de l'usine disposeront de magnifiques salles de repos, de douches et de terrains de sport. Les installations techniques, mais aussi l'encadrement social du personnel seront donc uniques en leur genre au monde. Hitler en profite alors pour rebaptiser l'auto KdF-Wagen pour Kraft durch Freunde, la force par la joie, section du front du travail. Mue par un 4 cylindres à plat 986 cm3 de 24 chevaux, la KdF remplit le cahier des charges initial.
990 marques, la KDF peut s'acquérir par un système d'épargne. Chaque candidat doit alors remplir un livret de timbre à 5 marques pièces jusqu'à obtention du total. Alors qu'aucune voiture n'est encore produite à Wolfsburg, des KDF sillonnent l'Allemagne dès 1938 pour démontrer ses aptitudes et servir la propagande auprès des journalistes internationaux. Les journalistes étrangers sont des amis convaincus de la voiture KDF, étonnés de sa faible consommation d'essence de seulement 6,5 litres, de sa puissante accélération au démarrage de 60 km/h en 14 secondes, de son excellente tenue de route et de sa boîte 4 vitesses. Très confortable. C'est une trouvaille et nous espérons vraiment qu'elle aura grand succès. En 1939, la guerre bouleverse le destin de la KDF. L'auto fait immédiatement l'objet d'applications militaires et 2 dérivés sont produits pour l'armée. La Kübelwagen, sorte de Jeep à 2 roues motrices, et la Schwimmwagen, une voiture amphibie. Les rares berlines KDF déjà produites sont par ailleurs transformées en utilitaires, qu'il s'agisse de camionnettes ou de véhicules tout-terrain. À la fin de la guerre, l'Allemagne, comme le reste de l'Europe, est détruite. Plus d'usines, plus de matières premières, plus d'outils, donc plus de travail. Il faut trouver une solution pour remettre le pays et son économie en route. Ce sera le rôle des forces alliées en place. Concernant Wolfsburg et ses environs, le salut viendra d'un major anglais, Ivan Hirst. Il relance avec les moyens du bord la production de la Volkswagen, qui retrouve ainsi son nom initial. L'auto est parfaite pour les besoins des troupes. Et l'aide à la reconstruction et sa fabrication permettent l'embauche de centaines d'ouvriers. Le succès de l'opération est au rendez-vous, puisqu'en 1946, 10 000 Volkswagen sont déjà produites. Redevenue propriété allemande, la société Volkswagen est alors confiée à la direction d'Heinrich Nordhoff, transfuge d'Opel, qui va poursuivre avec efficacité le développement commercial et technique de la Volkswagen. Connaissant un succès croissant, passant déjà le cap des 50 000 exemplaires produits, l'auto séduit les Allemands, puis les clients frontaliers. S'ouvrent alors devant elle les voies de l'exportation et pourquoi pas, le mirage américain. Dès 1947, des Hollandais, les frères Pon, vont essayer de vendre la Volkswagen au pays de la démesure, des limousines et des gadgets électriques. Un défi presque insensé lorsqu'on y ajoute la nationalité de l'auto. Nordhoff va pourtant lui aussi croire aux États-Unis, unique vivier de clients susceptibles d'acheter en masse et de payer comptant. Usant du nouvel outil télévisuel, on expliquera aussi tout l'intérêt de cette rudimentaire petite voiture. On insiste bien sûr sur son économie d'utilisation, mais aussi ses performances équivalentes ou supérieures aux grosses populaires américaines. Une version cabriolet fabriquée par le carrossier allemand Karmann épaule efficacement la berline en proposant une variante plus ludique et adaptée au soleil californien. Dem werde ich jetzt zeigen. Wollen doch mal sehen.
Alors que la Volkswagen atteint les 250 000 exemplaires produits à l'aube des années 50, la production s'accroît encore et il faut bientôt attendre 6 mois pour prendre livraison de l'auto. Le temps de construction d'une voiture est passé de 400 heures à moins de 100. La Volkswagen est alors exportée dans 29 pays. Des usines fleurissent à l'étranger, tandis que les records de production tombent les uns après les autres. L'atout majeur de la coccinelle restant par ailleurs sa qualité de fabrication et son incroyable solidité. C'est à l'usage et sur la route que la Volkswagen séduit. Agile, maniable, elle bénéficie de millésime en millésime de multiples améliorations. Ainsi, sur cette version de luxe de 1951, on note l'utilisation de freins hydrauliques qui améliorent nettement le comportement de l'auto. La boîte 4 vitesses n'a pas encore de premier rapport synchronisé, mais déjà la mécanique a pris un peu plus de souffle qu'à l'origine en affichant 1131 cm3. Le génie de Porsche sera d'avoir cru au moteur refroidi par air. Il permet à la Volkswagen de démarrer par n'importe quelle température et de conserver toutes ses performances même en montagne. Les lignes tout en rondeur de la Volkswagen vont rapidement lui valoir de par le monde le surnom de coccinelle, une appellation universelle que Volkswagen finira par officialiser. Douce et lisse, la coccinelle ne se trouvera jamais surchargée d'accessoires chromés jetés ici et là. Sa vocation populaire et son physique rondouillard suffiront à la rendre séduisante dans le monde entier. Jusqu'en 1953, la lunette arrière de la coccinelle est caractérisée par sa découpe en deux parties. Cette Bretzelfenster en allemand ou split window en anglais, si élégante soit-elle, n'est guère satisfaisante pour la visibilité. C'est un des points principaux de l'évolution de carrosserie que subira la Volkswagen. À l'intérieur, la promesse de place pour 4 adultes est presque tenue, tandis que la finition est parfaite, à défaut d'une grande richesse d'équipement. Si le moteur est à l'arrière, le compartiment avant reçoit le réservoir d'essence dont il faut alors mesurer le niveau manuellement à l'aide d'une réglette.
Avec 24 chevaux seulement, le fameux 4 à plat n'est pas un foudre de guerre, mais affiche une incroyable fiabilité et une sonorité typique. Dans l'Allemagne en reconstruction des années 50, qui voit renaître l'économie et la société des loisirs, le microcosme de Wolfsburg fait figure d'exception. Les salaires y sont supérieurs à ceux pratiqués dans le reste du pays, et Volkswagen tient à assurer le bien-être de ses employés en leur proposant de multiples facilités concernant leurs loisirs ou leurs habitations. En 1953, sur les 20 000 salariés de Volkswagen, les 2 tiers habitent dans la ville construite autour de l'usine. Méthode à l'américaine qui vaut aussi pour la production à la chaîne, moderne, organisée, efficace. Porsche avait pensé dès le début à un tel procédé de fabrication et il ne peut alors en être autrement. Vendue dans 83 pays, la coccinelle est exportée à 70 000 exemplaires par an, tandis que le marché allemand est saturé. La performance des cadences de production est donc primordiale. En mars 1953, la lunette en 2 parties fait place à une vitre ovale qui durera jusqu'à 1958. Quelques mois plus tard, le moteur grossit un peu et passe à 1200 cm3 pour 30 chevaux. De quoi donner des ailes à la vaillante coccinelle. Il est alors important de considérer que malgré un succès colossal, Volkswagen maintient des standards de qualité de fabrication au-dessus de la moyenne.
Avec l'Oval et son moteur plus performant, la coccinelle va faire un nouveau bond en avant. Le 500 millième exemplaire est fêté en juillet 1953. 2 ans plus tard, le chancelier Konrad Adenauer vient en personne à l'usine saluer le succès de l'auto. Le 1 000e exemplaire est atteint cette année-là. Grâce à la coccinelle, Volkswagen devient un empire représenté par plus de 2500 revendeurs dans plus de 100 pays. Par le biais de l'agence DDB, la coccinelle va aussi révolutionner les messages publicitaires par une pertinence et un humour omniprésents. Ce spot italien met en scène le designer Sergio Pininfarina, à qui l'on confie le soin d'améliorer le style de la Cox. Voici le résultat. Buongiorno. Volete seguirmi per favore? Grazie. Buongiorno. Molto piacere. Ben arrivati, prego, prego. Buongiorno. L'ho fatto buon viaggio? Ottimo. Molto traffico in questi giorni, eh? Forse formidabile. Bene. They gave him this assignment. Quali miglioramenti? What changes would you recommend in the design of the Volkswagen? He studied it and studied it. Then he said, Ingrandire il finestrino di dietro. make the rear window larger. Solamente questo? That's all? Solo questo. That's all. We did, starting with the 58. 1960, la coccinelle obtient enfin une boîte entièrement synchronisée, tandis que la puissance du moteur passe à 34 chevaux. Plus rien ne semble alors stopper le succès de la Volkswagen, qui évolue essentiellement dans le détail, comme l'adoption de clignotants sur le sommet des ailes avant, à la place des antédiluviennes flèches latérales, ou encore l'adjonction d'une jauge à essence au tableau de bord. Dès 1964, Volkswagen s'implante au Mexique pour construire un énorme complexe de production destiné à fournir le marché américain. 5000 coccinelles sont fabriquées chaque jour et l'auto poursuit son évolution. En 1965, un 1300 de 40 chevaux rejoint la gamme et un an plus tard, apparaît également un 1500 de 44 chevaux. 10 millions de Volkswagen circulent alors dans le monde. La coccinelle subit de perpétuelles améliorations. Ainsi, en 1970, est lancée la 1302 à l'esthétique légèrement remaniée. En février 1972, la Cox bat enfin le record de production totale, détenu depuis les années 20 par la Ford T. Plus de 15 millions de Volkswagen ont été construites. De plus en plus bousculée par une concurrence féroce, la coccinelle fait tout pour rester au goût du jour. En 1972, alors qu'elle compte déjà plus de 20 ans de carrière, elle s'offre un lifting avec la 1303, dont le confort de l'habitacle est l'objet de toutes les attentions.
Voici la nouvelle coccinelle. Elle a un moteur plus puissant. Mais comme toutes les nouvelles voitures, il faut s'y habituer. Dans les années 70, Volkswagen se rend compte du piège dans lequel il s'est enfermé. La monoculture coccinelle est maintenant confrontée à l'obsolescence technique et esthétique du modèle. Et bien que les ventes fléchissent peu, on cherche une remplaçante à Wolfsburg. Ce sera la moderne Golf, en parfaite opposition avec la coccinelle puisqu'il s'agit d'une traction avant à mécanique refroidie par eau. La Golf entre en gamme pour 1974. Elle ne remplace pas encore tout à fait la coccinelle qui reste en production. Mais nul n'est dupe, et la fin est pour bientôt. En 1975, la 1303 passe à la trappe, et seules subsistent les versions économiques et cabriolet. L'usine allemande fabrique sa dernière coccinelle en 1978 et la production n'est plus assurée pour l'essentiel que par le Mexique, qui exportera vers l'Europe. Le 12 août 1985, un ultime contingent de 3150 coccinelles débarque en Allemagne. Il s'agit d'une version à présentation spéciale, baptisée 50e anniversaire. Sur la base de la coccinelle, Volkswagen développe dès les années 50 une véritable gamme. Parmi les nombreuses variations sur un même thème, la Karmann Ghia, apparue en 1955, est certainement la plus élégante. C'est au carrossier Karmann et Ghia, comme son nom l'indique, que l'on doit cette robe de coupé à la fois sportive et bourgeoise, également disponible en version cabriolet. Vendue à prix d'or par rapport à la Cox, la Karmann Ghia arbore une finition fort luxueuse pour l'époque. Malheureusement, le ramage n'est pas à la hauteur du plumage, puisque l'on retrouve à l'arrière le poussif 4 à plat, à peine amélioré. Une version 1600, un peu moins réussie sur le plan esthétique, n'améliorera guère les choses. La Karmann Ghia connaîtra un joli succès jusque dans les années 70. Mais le dérivé coccinelle le plus populaire et le plus produit est sans conteste le transporteur, plus connu sous le sobriquet de Combi, lancé en 1950. Cette camionnette multi-usage reprenant la mécanique de la Cox connaîtra à son tour un grand nombre de variantes allant du fourgon tôlé au pick-up, en passant par le minibus ou le camping-car.
Également produit à plusieurs millions d'exemplaires, on le retrouvera en service dans le monde entier. Comme la Cox, il subira plusieurs évolutions stylistiques avec un grand tournant esthétique à l'aube des années 80. Autre fille de Cox, la Type 3, lancée en 1961. Malgré une cylindrée portée à 1500 puis 1600 cm3, cette élégante berline ne connaîtra pas un grand succès et s'effacera au début des années 70 devant la moderne Passat. L'ultime avatar sur base Cox est la 411 puis 412 des années 70. Techniquement et esthétiquement dépassée, elle constitue un véritable échec commercial pour la marque. Plus intéressante est la 181, proposée dès 1969. Véhicule de loisirs situé entre la Citroën Méhari et la Jeep, la 181 est l'héritière pacifiste des Kübelwagen. Excellente touche aux mains, elle est en outre un original cabriolet 4 places, aux multiples possibilités de présentation. Son succès, la Cox le doit en partie à la publicité. En marge de l'agence DDB, Volkswagen France avait fait appel dans les années 60 à un photographe imaginatif. Serge Hammer, qui était le directeur de la publicité, m'a fait part du désir de leur société d'avoir une communication très forte et d'un autre côté avec des critères assez semblables par rapport aux autres constructeurs, à savoir les qualités, le confort, l'économie, la résistance, qui finalement étaient à peu près semblables à la communication de Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes et bien d'autres. Je vais prendre l'exemple du toit ouvrant. Comment faire nouveau et ne pas faire comme les autres? J'ai mis une girafe au volant de la voiture. Évidemment, une girafe, toit ouvrant, je trouve ça très agréable. Mais ça donne quoi? Les joies du plein air comme accroche. Elle a fait partie d'une des premières maquettes que j'ai présentées. Une autre, dont je me souviens très bien, c'était de photographier la coccinelle sur une plage à marée basse. Ça a donné la double page dans Paris Match, qui m'a permis de présenter
toute une série de personnages sur le thème de la voiture de tout le monde et pas de n'importe qui. Un véhicule de la gamme VV qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est le minibus entièrement vitré, à toit ouvrant. Le thème, c'était la grande luminosité, l'aération. Donc, c'est ce qu'il fallait illustrer. Et là, j'ai pensé à une chose, 8 places au soleil, c'est de mettre carrément 8 sièges au soleil, sur une plage, à marée basse, évidemment, sans autres personnes, sans autres véhicules, avec simplement le minibus en second plan. Je pense que cette idée a été suffisamment intéressante, car Renault ne s'est pas gêné de faire une publicité vraiment similaire avec son monospace. Citroën a fait la même chose. Je pense que peut-être d'autres l'ont fait. Je préfère ne même plus y songer. Ça m'a beaucoup agacé. En fait, la chose la plus importante, il ne faut pas oublier que réellement, le premier monospace, c'est quand même Volkswagen qui l'a créé. Plus qu'un produit à grand succès, la Volkswagen devient dans les années 60 un véritable art de vivre, notamment aux États-Unis. En pleine révolution culturelle, elle est le symbole de liberté d'une jeunesse rebelle qui refuse le capitalisme. La Cox devient si populaire qu'elle connaît même, grâce au studio Walt Disney, une glorieuse carrière d'actrice de cinéma sous les traits de la fameuse Herbie. Was ist mit Thorndike? Keine Ahnung, er ist anscheinend verschwunden. Holt mich sofort raus! Achtung, Entfluss! En 60 ans de carrière, puisqu'elle est toujours produite, la Cox a évolué sans vraiment changer et est devenue un véritable culte automobile. Aujourd'hui encore, ces amateurs sont nombreux et ne reculent devant rien pour mettre leur automobile fétiche en valeur, sacrifiant à la mode du Cal look, c'est-à-dire look californien. Ce mouvement, lancé sur la côte ouest américaine dans les années 60, consiste à modifier selon des règles précises la coccinelle. Si maintenant vous voulez faire partie des millions d'utilisateurs de coccinelles, voici les conseils d'un spécialiste. Donc la première chose à faire quand vous désirez acquérir une coccinelle, c'est de vérifier l'originalité des papiers, carte grise, certificat de cession, certificat de non-gage. Nous vous conseillons plutôt d'acheter un véhicule en France et non à l'étranger, car il y a beaucoup de problèmes de corrosion à l'étranger, notamment en Allemagne. Deuxième point à vérifier, ce sont l'originalité de la plaque constructeur ainsi que des numéros de frappe à froid. Pour accéder à ces numéros, il vous suffit d'ouvrir le capot avant, retirer la roue de secours. Sur certains modèles, vous avez un numéro de caisse sur les anciens modèles. Donc sur tout ce qui est split, ovale, d'avant 1960. Vous avez une plaque constructeur en plus.
Sur les modèles plus récents, vous avez uniquement une plaque constructeur et non un numéro de caisse. Vous avez également un numéro de châssis à vérifier qui se trouve et qui se situe en dessous de la banquette arrière. Nous vous conseillons plutôt de gratter la peinture pour vérifier si celle-ci est bien d'origine et si ça n'a pas été refrappé. Alors vous pouvez vérifier la structure du châssis depuis l'intérieur du véhicule en soulevant les moquettes, en défaisant la banquette arrière. Surtout vérifier l'emplacement de la batterie. Donc vous allez voir si les deux demi-planchers sont atteints ou pas. Il faut vérifier l'état de la structure principale, donc la poutre, le nez de châssis et les deux demi-planchers. À partir de ce moment-là, si les deux demi-planchers sont à changer, c'est une opération qui ne coûte pas très cher. Par contre, si la poutre centrale est atteinte, à ce moment-là, il vous faut changer le châssis et également changer de carte grise. Donc il faut également vérifier la structure de la caisse. Donc pour cela, il faut vérifier l'état des longerons. On peut appeler ça bas de caisse également, beaucoup de gens les appellent bas de caisse, mais en fait c'est la structure qui permet de tenir la voiture ensemble. Donc il vous faut également vérifier l'état des passages de roues. Pour effectuer la réparation de ces éléments, il vous faut désassembler la caisse du châssis, car une fois la caisse assemblée sur le châssis, ce sont des parties très inaccessibles. Donc il existe deux modèles de coccinelles, des coccinelles à train avant à lame et des coccinelles à train avant McPherson. Donc il est important de vérifier sur les modèles McPherson que la structure du support McPherson soit en très très bon état. Par contre, sur les véhicules possédant un train avant à lame, cette partie n'existe pas et il faut bien vérifier l'état du passage de roue au niveau du longeron. Donc bien vérifier la structure intérieure de la voiture, voir si le véhicule n'a pas été accidenté. Car si le véhicule a été accidenté, ça peut influencer sur le comportement routier du véhicule, notamment sur les systèmes McPherson. Contrôler également la traverse avant. C'est une pièce maîtresse qui relie les deux longerons entre eux en fait. Donc bien vérifier la partie inférieure donc, du coffre arrière, car les joints de lunettes arrière ne sont pas toujours très étanches dans les coccinelles, donc l'eau arrive à s'infiltrer. L'eau stagne juste en dessous de la partie qui est goudronnée. Et c'est un élément très très dur à changer sur une coccinelle, donc bien vérifier cette partie du véhicule. Donc en ce qui concerne la partie mécanique du véhicule, il vous faut bien vérifier l'étanchéité du moteur. Donc vérifier si toutes les tôles sont bien en place. Vérifier le niveau d'huile. Donc pour ce faire, il vous suffit de tirer sur la petite jauge. Ensuite, vérifier l'état de la courroie. Donc celle-ci est assez usée. Ensuite, vous pouvez vérifier également le jeu axial. Pour ce faire, il vous faut tirer sur la poulie du bas. N'hésitez surtout pas à tirer dessus. Donc là, le moteur nécessite une rectification du carter. Donc c'est une très grosse opération. Dépose du moteur, ouverture, changement de tous les paliers, rectification complète du moteur. Autre point important à vérifier, c'est l'étanchéité des cylindres au niveau moteur. Donc pour ce faire, il vous suffit de démonter le bouchon de remplissage d'huile. Si vous avez de la fumée qui sort de cet endroit, donc du remplissage d'huile, vous avez un problème de segmentation au niveau des cylindres. Ensuite, vous avez un autre signe avant-coureur de faiblesse du moteur. Vous pouvez avoir de la fumée abondante qui sort d'un des tubes d'échappement. À ce moment-là, vous avez un problème de piston perforé, dû à un mauvais réglage de l'avance. Donc, il y a eu électrofusion au niveau d'un cylindre. Il faut bien vérifier donc l'état des vis platinées ainsi que le calage de l'allumage. Vérifier également l'état de la pompe à essence. Ça peut éventuellement prendre feu, car la pompe à essence est assez proche du système d'allumage. Donc si vous avez la moindre étincelle en perte, ça peut provoquer un incendie. Le 4 cylindres à plat refroidi par air ne présente quasiment aucun problème de surchauffe, à part si la turbine est obstruée par des feuilles ou un morceau de chiffon ou des papiers. Donc un des avantages avec la coccinelle, c'est que vous pouvez très facilement vous procurer des pièces détachées. Par contre, nous vous conseillons de faire attention à l'origine de ces pièces détachées. Vous avez plusieurs fabrications, des fabrications allemandes, des fabrications mexicaines ou brésiliennes. Donc optez plutôt pour une fabrication allemande ou des pièces anciennes provenant de chez VAG. Tout ce qui est véhicule des années 60 et 70 reste relativement facile à trouver en version berline pour un prix assez abordable. Toutes les versions cabriolet restent beaucoup plus onéreuses car ce sont des véhicules qui sont très très prisés par tous les amateurs de coccinelle.
Pour restaurer ce genre de véhicule, il faut compter pour une version berline un budget de 60 à 80 000 francs et pour un cabriolet de 70 à 100 000 francs. Le rêve de tout collectionneur de coccinelles, c'est de posséder un jour soit une split, soit une ovale. Alors un bon conseil, si jamais vous trouvez la perle rare, vérifiez bien que la voiture est le plus complète possible et puis si possible, emmenez avec vous un membre d'un club connaissant bien les anciennes, ça vous évitera toute erreur. Si tout devait recommencer, il ne faudrait pas oublier les coccinelles. Voici donc l'histoire de l'auto la plus populaire au monde. Une histoire qui est loin d'être achevée.